Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où on va cette fois-ci discuter de si j'avais 1000 € à investir dans la bourse, comment est-ce que j'investirais ces 1000 € dans la bourse. Alors la vidéo va être séparée en 4 parties. Une première partie où je vais parler stratégie purement de c'est quoi ma stratégie pour l'investissement en bourse et pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne stratégie. Première chose. Deuxième chose, on va ensuite parler des produits dans lesquels j'investirais, avec pourquoi est-ce que c'est les bons produits, pourquoi est-ce que c'est pertinent avec la première partie de la stratégie. Ensuite, on va parler sur quel support faire l'investissement, donc parce que du coup, forcément, que tu le fasses sur un compte titre, un PEA, ou un PER par exemple, c'est pas la même chose, donc ça c'est la troisième partie. Et une quatrième partie où on va parler des risques qui sont inhérents à ces stratégies-là. Okay, donc comme d'habitude, tous les chapitres sont dans la description ou en bas de la vidéo. Si jamais tu veux sauter une partie à une autre, comme ça, c'est fait. Alors évidemment, comme pour toute vidéo sur les investissements, je ne suis toujours pas un conseiller financier, je ne sais toujours pas de quoi je parle, je suis toujours juste un mec sur YouTube qui raconte absolument n'importe quoi et tu devrais faire absolument toutes tes recherches toi-même avant de faire un investissement, surtout que les investissements en bourse comme celui-ci représentent forcément des risques en perte de capital. Et je dis pas ça juste pour me protéger de potentielles plaintes ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose que je pense. Moi, jamais je n'investirais dans quelque chose où je n'ai eu qu'une source d'information dessus. Okay, donc c'est très important de bien comprendre ça. Il faut aller chercher l'information à plusieurs endroits. Il y a plein d'autres gens qui pourront donner d'autres informations, qui vont peut-être te donner des informations complètement différentes de moi. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que je n'ai pas la vérité et encore une fois, je ne suis qu'un mec sur YouTube. Alors la première partie sur la stratégie. Ma stratégie, elle s'illustre par 3 grands points. La première partie, c'est la diversification. Dans toute stratégie d'investissement, la diversification, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le facteur numéro 1 de réduction du risque. Ça veut dire que plus ton investissement est diversifié et plus tu as de chances que ton investissement se porte bien, moins tu as de chances d'être victime de gros crashs ou de beaucoup de volatilité, tout ça et tout. Donc la diversification, c'est quelque chose de très important. Et en l'occurrence, là, sur les produits dont je vais parler aujourd'hui, on va investir sur quasiment 2500 entreprises. Donc du coup, là, on sera massivement diversifié. On aura vraiment beaucoup de choix. Donc ça, c'est la première chose, la diversification. La deuxième chose, c'est l'automatisation, le fait que ce soit un investissement qui soit le plus passif possible, parce que moi, j'adore me renseigner sur la bourse, j'adore me renseigner sur les entreprises, sur ce qui se passe, sur les comptes de résultats, tout ça, mais je comprends bien que la plupart des gens aujourd'hui ont bien d'autres choses à faire dans leur vie que de regarder les rapports annuels de toutes les entreprises, etc. Donc du coup, dans cette optique-là, on va faire des investissements dans cette vidéo qui sont principalement passifs, et qui du coup n'ont besoin de quasiment d'aucune maintenance ou de quasiment aucune maintenance. Et la troisième chose, ça va être une stratégie qui va être relativement low cost en termes de frais, parce que les frais, c'est quelque chose qui va cingler tes investissements, c'est quelque chose qui va cingler tes rentabilités, donc moins tu as de frais, le mieux tu te portes, et c'est même une stratégie qui va te rapporter directement de l'argent, on va voir un petit peu après pourquoi, mais donc du coup ça c'est les 3 piliers de la stratégie que j'utilise, donc 1. Diversification, 2. Automatisation, le fait que ce soit passif, et 3. Le fait que ça soit peu cher. Alors maintenant qu'on a parlé de la stratégie, on va parler maintenant dans quel produit investir précisément. Pour cette vidéo, j'ai choisi 3 ETF qui sont ceux dont je parle très souvent dans toutes mes vidéos. En général, tu vas m'entendre dire « Ah, mais tu devrais prendre un S&P 500, ah, tu devrais prendre un ETF Nasdaq 100, ce genre de choses-là. » Donc on va se baser sur ces 3 ETF-là parce que je suis sûr et certain que ce sont de très bons investissements. À mon avis, ce sont de très bons investissements. Et en plus, c'est des ETF qui sont très accessibles, que tu peux acheter à plein d'endroits différents. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Si je devais l'expliquer simplement, un ETF, c'est un mix entre un fonds d'investissement et des actions d'entreprise, d'accord? C'est-à-dire que normalement, le fonctionnement d'un fonds d'investissement, c'est tu vas voir un conseiller, tu lui dis bonjour, j'ai 10 000 € à placer, tu confies ton argent à ton conseiller, et ensuite c'est ton conseiller qui place l'argent et qui te dit ah bah là j'ai utilisé votre argent, je l'ai placé sur telle action, et donc ça c'est le boulot d'un fonds d'investissement, d'accord? De l'autre côté, on a les entreprises, ou du coup les entreprises qui sont tradées publiquement, qui sont disponibles sur les places publiques comme le CAC 40, le New York Stock Exchange, ce genre de choses-là. Tu peux acheter les actions de ces entreprises-là, et là, tu n'as pas besoin d'avoir forcément quelqu'un qui le gère pour toi, d'accord? Et un ETF, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est un fonds d'investissement d'un côté, mais où l'investissement, tu n'as pas besoin d'aller voir un conseiller, tout ça et tout, tu peux acheter une action dans ce fonds d'investissement-là, d'accord? C'est un mix entre les deux, entre le fonds d'investissement et les actions. Les ETF ont beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est quand même des ETF qui sont gérés de façon généralement professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quand même définissent sur quoi va l'argent, tout ça et tout, des gens qui s'y connaissent, des gens qui s'y connaissent plus que toi et moi, donc ça c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que généralement ces ETF-là, ils sont gérés informatiquement, c'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui tradent et c'est pas des humains, et donc du coup ça réduit les frais de façon assez intéressante. Généralement les ETF coûtent relativement peu en frais de gestion, les organismes se prélèvent très peu de frais de gestion sur les ETF, ça coûte peu cher à acheter et ça coûte peu cher à gérer,
Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, ça permet d'investir surtout sur des choses qui sont très diversifiées, parce que du coup, les fonds d'investissement te font qu'au lieu d'acheter une seule action, parce que là, par exemple, si on prend le cas de 1000 euros, par exemple, si tu voulais investir 1000 euros aujourd'hui sur des actions, il y a certaines actions aujourd'hui de grosses entreprises qui sont très intéressantes, comme, je sais pas, Tesla, Apple par exemple, ou juste le prix d'une action, par exemple Tesla cette semaine, une action vaut 1200 $, d'accord? Donc tout ton budget d'investissement passerait dans une seule entreprise. L'avantage d'un ETF, c'est que ça te permet d'investir dans beaucoup d'entreprises. Okay, un ETF comme le S&P 500, ça te permet d'investir instantanément dans 500 entreprises d'un coup. D'accord? Donc forcément, tu n'as que des fractions d'actions, tu n'as plus des actions complètes, mais ça te permet d'investir dans 500 entreprises différentes et donc d'être très diversifié. Et donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est le troisième point qui est très intéressant pour les ETF. Et du coup, là, on voit bien que ça rejoint notre stratégie au début, c'est-à-dire que ça permet d'être très diversifié, c'est automatique ou passif parce que du coup en fait les ETF, vu qu'ils sont gérés automatiquement par des ordinateurs, tout ça et tout, toi t'as rien à faire, t'as pas besoin de réallouer tes fonds, et ça c'est quelque chose de très très intéressant. En fait, je sais pas si t'as déjà vu par exemple sur YouTube, je t'en mets une là, mais il y a des vidéos sur YouTube où tu vois la progression du top 10 des entreprises américaines sur le S&P 500 par exemple. Et ce qu'on voit, c'est que de 1980 à 2020 par exemple sur cette vidéo là, les entreprises changent complètement, c'est-à-dire qu'au début de la période en 1980, les 5 plus grandes entreprises, c'est AT&T, IBM, Exxon, Schlumberger et Standard Oil of Indiana. Et en 2020, c'est plus du tout le même top 5. Le top 5 en 2020, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook. D'accord? Donc des entreprises qu'on connaît beaucoup plus que les 5 premières. Mais du coup, en fait, c'est intéressant de voir que la tronche du S&P 500, les plus grosses entreprises américaines, en fait, a changé complètement de visage en 40 ans. Et donc, du coup, en fait, l'ETF, ça, le fait automatiquement. Il fait la correction automatique. T'as pas besoin de faire la correction toi-même. C'est l'ETF qui va trader tout seul au fur et à mesure et qui va dire, ah bah, l'action d'Apple monte de plus en plus, monte de plus en plus, monte de plus en plus. Bon, bah, j'achète de plus en plus d'Apple et je vends, par exemple, du Exxon ou du AT&T, ce genre de choses-là. D'accord? Donc là, c'est complètement automatique, c'est complètement passif et toi, t'as rien à t'occuper et ça, c'est un des gros avantages des ETF. Et en plus, du coup, ça permet aux ETF d'être toujours à jour, en fait, sur les dernières tendances de l'investissement, tout ça et tout. Donc, les ETF sont très, très intéressants pour la partie automatisation passive parce que du coup, t'as rien à faire et ils traitent de façon très intelligente et ils suivent, en fait, les tendances de marché, ils suivent ce que font les autres traders, globalement. C'est pour ça qu'on les appelle souvent des trackers parce qu'en fait, ils suivent les tendances de l'investissement et les tendances des autres investisseurs, des investisseurs, on va dire, humains. Et le troisième avantage des ETF, c'est que vu que c'est tradé automatiquement, ça coûte très peu, donc c'est ce qu'on disait, donc notre stratégie low cost, du coup, on rentre parfaitement dedans parce que les frais de gestion sont très faibles, les frais d'entrée et les frais de gestion sont tous les deux très faibles, et donc du coup, ça coûte peu d'argent d'investir dans des ETF. Alors maintenant, les trois ETF dans lesquels j'investirais si j'avais 1000 € à mettre dedans, ce serait en premier, le S&P 500, parce que le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, donc c'est très très intéressant, ça touche plein de secteurs différents. Là par exemple, comme on peut le voir sur la composition du portefeuille sur un S&P 500 type, on a les services de communication qui représentent 11,30%, on a les biens de consommation, donc là marqué Consumer Discretionary qui représente 12,40%, donc ça c'est les entreprises, il y a 12,40% des entreprises du S&P 500 qui font des biens de consommation, on a 2,70% dans l'énergie, on a 11,40 dans l'industrie financière, 13,30% dans la santé, donc là il va y avoir des noms qu'on entend pas mal en ce moment, par exemple à la télé, donc Pfizer, ce genre de choses-là. Ensuite on a 8% d'industriel, on a 27% de technologie de l'information, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, donc on voit que c'est très très diversifié en termes de secteurs, on voit que ça touche beaucoup d'entreprises, 500 entreprises, c'est une grosse diversification. Il y a une assez faible probabilité que les 500 entreprises, elles se crachent en même temps. Ça peut arriver, hein, c'est ce qui s'est passé en 2008 par exemple, quand toute l'économie s'est cassée la tronche d'un coup. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais je dis que c'est beaucoup moins probable que si tu as uniquement des actions Tesla et Apple. À ce moment-là, tu serais beaucoup plus exposé au risque qu'avec avec 500 entreprises investies. Okay, le deuxième ETF dans lequel j'investirais si j'avais 1000 €, ce serait dans le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, c'est encore aux États-Unis et c'est les 100 plus grosses entreprises de la tech aux États-Unis. Donc là, on va retrouver effectivement encore une fois tous les GAFAM, mais aussi des boîtes qui sont plus petites mais qui sont quand même importantes d'un point de vue capitalisation et qui sont beaucoup moins connues du public, tout ça et tout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le leader sur le marché de la technologie, sur le marché de toutes les technologies d'ailleurs. Peu importe de quelle technologie est-ce qu'on parle, les États-Unis aujourd'hui sont leaders. Alors certes, ils sont très concurrencés par la Chine, mais ils restent le numéro 1. Donc du coup, le Nasdaq 100 est quelque chose de très très performant. Et là, par exemple, on voit que la performance depuis le début de l'année du Nasdaq 100, c'est 32,8%. Donc on a des grosses progressions cette année. Alors encore une fois, cette année, c'est une année qui est très
particulière sur l'investissement, donc ça compte et ça compte pas, mais bon, c'est une très bonne année pour les investisseurs. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même que globalement, le Nasdaq 100 sur les 5 dernières années, il a fait 27,76% de performance annualisée, d'accord? Donc ça veut dire que le Nasdaq 100 sur les 5 dernières années, il a progressé de 27% par an. Donc c'est un ETF qui est très très dynamique, qui est très très intéressant de ce point de vue-là. Il y a toujours un risque que ça se casse la gueule, comme pour tous les investissements, mais du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et le troisième ETF dont on va parler, c'est le Russell 2000, qui est aussi un ETF aux États-Unis, qui du coup là regroupe, la track suit les performances des 2000 plus petites entreprises qui sont tradées publiquement aux États-Unis. Ça veut dire que le S&P 500 prend les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, le Nasdaq 100 prend les 100 plus grosses entreprises technologiques aux États-Unis, et le Russell 2000 prend les 2000 plus petites entreprises aux États-Unis qui sont tradées publiquement. D'accord? Donc c'est pas forcément les 2000 plus petites entreprises américaines, c'est plutôt au contraire des entreprises de taille moyenne, c'est-à-dire que ces entreprises qui sont devenues assez grosses pour être tradées publiquement, qui pour être disponibles à l'achat en bourse, d'accord? Donc qui sont sur le New York Stock Exchange, sur ce genre d'échange-là, d'accord? Mais elles sont beaucoup plus petites que le top 500 des entreprises américaines, d'accord? Parce que des entreprises tradées, il y en a énormément. Et donc là, c'est les 2000 plus petites, et en général, ça va être ce qu'on va appeler en France des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, donc des entreprises qui ont quand même des gros chiffres d'affaires. Voilà, quand on commence à parler de 50, 100, 200, 300 millions de chiffres d'affaires à l'année, c'est quand même des entreprises qui sont costauds, qui sont conséquentes et qui ont souvent beaucoup d'employés, mais qui sont pas aussi grosses que les 500 plus grosses entreprises américaines, qui sont des géants, des mastodontes, etc. Donc, du coup, avec ce portefeuille-là, on est très diversifié. On investit sur un très très large panel d'un peu plus de 2500 entreprises. Je dis un peu plus de 2500 parce qu'en fait, on n'arrive pas exactement à 2600 parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont être et dans le S&P 500 et dans le Nasdaq 100, par exemple. Google, Tesla, Amazon, Facebook, Microsoft, ce genre d'entreprises-là, par exemple, elles sont à la fois dans le Nasdaq 100 parce que c'est des entreprises technologiques et dans le S&P 500 parce que c'est les plus grosses entreprises américaines, d'accord? Donc, il y a quelques doublons entre le Nasdaq 100 et le S&P 500 qui font qu'on n'arrive pas exactement à 2600 entreprises de diversification, mais on est quand même très très diversifié, on a un minimum de 2500 entreprises de diversification. Donc on est très très diversifié, mais on n'est pas diversifié d'un point de vue géographique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas diversifié d'un point de vue géographique? Et ça c'est une préférence personnelle, encore une fois, c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est les investissements que moi je ferais, et c'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, mais moi je trouve que le secteur américain est beaucoup plus dynamique. L'économie américaine aujourd'hui est la première économie mondiale, ils sont leaders sur tout un tas de secteurs qui moi m'intéressent beaucoup, en particulier la tech. Je suis un grand fan d'entreprises technologiques, je suis vraiment les entreprises techno avec beaucoup de passion et d'intérêt, ils sont aussi mes leaders, mais voilà, on l'a vu là par exemple pendant la crise sanitaire de l'année dernière, c'est quelles entreprises qui sont venues sauver le jour? C'est encore une fois, c'est les entreprises américaines qui investissent beaucoup, qui font beaucoup de R&D, qui sont très volontaires, qui essayent plein de choses, tout ça et tout. Et donc du coup, j'ai une plus grande confiance dans l'économie américaine que dans l'économie européenne, que je trouve un petit peu plus stagnante, un peu moins dynamique. Première chose. Deuxième chose, les indices, les ETF en Europe et en France en particulier, sont moins larges que ceux qu'on vient de prendre. D'accord? Le CAC 40, c'est 40 entreprises. En Allemagne, c'est le DAX 30, c'est 30 entreprises. Quand tu prends le S&P 500, c'est 500 entreprises. Quand tu prends le Russell 2000, c'est 2000 entreprises. Et ça a quand même un impact sur la sécurisation de tes fonds. D'accord? Tu es quand même beaucoup plus sécurisé sur ces ETF-là que tu l'es sur un ETF CAC 40, par exemple. Surtout quand on voit que le CAC 40 aujourd'hui, c'est pas des entreprises qui sont sur des secteurs qui sont très porteurs. Hein, d'accord? Total, tu peux pas m'expliquer que Total, ils sont sur un secteur très porteur. Tu vas me dire, ah bah oui, mais l'énergie, c'est un secteur porteur. Certes, sauf qu'aujourd'hui, la manière dont Total produit de l'énergie, c'est principalement du pétrole. Okay, c'est pas forcément le secteur qui fait rêver tout le monde en ce moment, et c'est pas forcément un secteur d'avenir. Est-ce que Total va gagner de l'argent sur les prochaines années parce que le prix du pétrole va augmenter et qu'ils vont pouvoir faire des profits absolument inimaginables parce qu'au fur et à mesure que la denrée va se raréfier? Oui, j'en doute pas un instant. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'investir là-dedans? Pas trop. Et est-ce que pour moi qui investis sur le long terme, c'est un investissement qui est intéressant? Pareil, pas forcément. Ça n'empêche pas que dans le S&P 500, il y a quelques entreprises pétrolières qui sont des grosses entreprises aussi, mais elles sont proportionnellement moins importantes dans le S&P 500 que dans le CAC 40. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance à investir plus facilement sur le marché américain plutôt que sur le marché français, européen. Et donc ça, c'est une préférence personnelle que je n'oblige personne à suivre, mais du coup, c'est pour ça que dans cette vidéo, on n'est pas diversifié d'un point de vue géographique où tous nos investissements sont donc aux États-Unis. Alors maintenant, où les investir? Tu peux les investir sur plusieurs types de placements, d'accord? Il y a plusieurs types de supports qui vont te permettre de le faire. Tu vas avoir le compte titre ordinaire, donc le CTO, tu vas avoir le PEA ou tu vas avoir le PER. Les trois sont intéressants. Cela dit, pour des ETF comme ceux-là qui sont disponibles sur le PEA et sur le PER, j'aurais pas tendance à le prendre sur un compte titre ordinaire. Pour la simple et bonne raison que fiscalement, le compte titre ordinaire est bien moins intéressant que le PEA et le PER. D'accord ?
Le PEA est très intéressant parce que du coup il te permet de défiscaliser sur la durée. Moi, j'aime beaucoup le PEA, c'est un très très bon livret, c'est une très bonne manière d'investir parce que du coup, tu vas payer uniquement 17,2% de charges sur les plus-values, d'accord? Quand tu vas retirer l'argent, tu vas payer que 17,2% d'impôt sur ça, et en fait, c'est pas de l'impôt, c'est de la charge sociale. Mais donc du coup, tu vas payer 17,2% quand tu vas ressortir l'argent de ton PEA. Je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant, mais je trouve que c'est pas aussi intéressant dans ce cas-là que le PER. Et donc du coup, dans une vidéo précédente, j'avais parlé du Linksea Spirit PER qui te permet d'investir pour le coup sur ces 3 ETF là, et qui en plus va te permettre de récupérer des impôts instantanément. D'accord? Donc moi j'aurais tendance à investir plutôt sur ce type de PER là. Et donc sur ce type de PER là, si on va regarder les prix un petit peu, on va voir que le Russell 2000 est à 293 €, que le Nasdaq 100 est à 55 €, et que le S&P 500 est autour des 75 €. D'accord? Et donc du coup le mix que moi je ferais dans ce cas-là, j'aurais tendance à prendre 7 actions du S&P 500, 3 actions du Nasdaq 100. Pourquoi est-ce que je prends moins d'actions du Nasdaq 100 que du S&P 500? Parce que comme je le disais déjà, il y a des doublons. Les grosses boîtes dans lesquelles je crois le plus sont et dans le S&P 500 et dans le Nasdaq 100, donc là il y a une double exposition. Et en plus de ça, j'ai plus confiance dans le S&P 500 dans le sens où si jamais il y a une industrie qui se casse la gueule, comme la tech par exemple, qui risque de se casser la gueule incessamment sous peu, parce qu'il y a quand même des risques aujourd'hui qu'il y ait une forme de bulle. Ça me rassure d'avoir plus d'actions sur autre chose, sur d'autres secteurs que uniquement sur la tech. Donc du coup, mon action principale, ce serait le S&P 500 et j'utiliserai le Nasdaq 100 pour renforcer mon exposition à la tech sans pour autant être surexposé à la tech. Ça, voilà. Et ensuite, Russell 2000, une action. Et du coup, si on fait le calcul, on arrive à quelque chose comme 982, 983 €. Et donc, du coup, on a quasiment dépensé nos 1000 € avec ces actions-là. Évidemment, il y aura quelques frais quand tu souscriras, quand tu placeras l'argent et quand tu le poseras, tout ça et tout. Quand tu achèteras les ETF, il y aura quelques frais. Et donc, du coup, on devrait à peu près arriver à 1000 € au total. Et donc, voilà comment est-ce que je les répartirai. En plus de ça, vu que tu les auras placés sur ton PER, ces 1000 € seront déduits de tes revenus fiscaux de l'année en cours. Et donc, du coup, tu vas récupérer, si tu es dans la tranche 30%, tu vas récupérer 30% de ces 1000 € en crédit d'impôt pour l'année prochaine. Et donc du coup, l'État va te rembourser en plus sur ces 1000 €, 300 €, ils vont te les rendre. Et donc du coup, ça c'est très intéressant. Alors c'est certes moins intéressant sur la durée que le PEA, mais quand on commence l'investissement, c'est bien de le faire sur le PER à mon avis, parce qu'en plus le PER c'est un livret qui est bloqué, tu peux pas sortir l'argent comme tu veux, et du coup ça va te permettre de tenir le coup pendant les chocs, parce que du coup tu vas pas avoir le choix. Donc si jamais il y a un peu de volatilité, que d'un coup les actions baissent, et puis qu'ensuite elles remontent, et qu'elles rebaissent, et qu'elles remontent, tu pourras pas sortir l'argent comme tu veux, et donc du coup ça évitera d'avoir des mauvais comportements d'investisseurs, qui est de sortir quand c'est bas et de rentrer quand c'est haut. D'accord? Donc voilà, moi je le placerai donc sur le PER, c'est à mon avis la meilleure solution, mais si tu veux le faire sur un PEA, c'est une très très bonne solution aussi. Et donc les trois dont je discute en plus dans cette vidéo sont tous les trois disponibles et sur le PEA et sur le PER. Maintenant pour les risques. Comme tout investissement en bourse, il y aura toujours des risques et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Comme je le disais au début de la vidéo, la diversification permet quand même de mitiger un peu ce risque-là et d'éviter que tu sois trop surexposé au risque. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un crash demain, comme il y a eu en 2008, comme il y a eu en 90, comme il y a eu en 2001, enfin voilà. Il peut y avoir des crashs, je ne dis pas le contraire. Cela dit, je suis intimement persuadé, et c'est ma conviction à moi, mais j'ai pas de preuve de ça, je ne lis pas le futur, tout ça et tout, que l'économie américaine est une des économies les plus fortes au monde, que cette économie-là continuera à progresser sur la durée, et que même s'il y a un crash, elle s'en remettra, et j'ai plus confiance dans l'économie américaine sur ce genre de choses-là que sur nos économies à nous, par exemple. Mais malgré cette confiance-là, il faut pas cacher le fait qu'il y a un vrai risque, il y a plusieurs risques aujourd'hui avec ce type d'investissement-là. Le premier gros risque, c'est le fait qu'il y ait une bulle spéculative qui soit énorme et qui soit nourrie en grande partie par le fait que les États, donc que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe, tout ça, impriment des billets à tourne-larigot. Voilà, ça c'est un vrai risque, et du coup c'est tout à fait possible qu'on ait un crash ce mois-ci, le mois prochain, ou quoi que ce soit, je sais pas. En ce moment, par exemple, on a l'écrivain de Rich Dad Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre, qui est une personnalité prominente des finances personnelles aux États-Unis, qui arrête pas de dire « Oh, le mois prochain, il va y avoir un crash monumental, oh, le mois prochain, il va y avoir un crash monumental, etc. etc. » Bon, le crash, pour l'instant, n'est pas arrivé, mais la possibilité que le crash arrive est réelle. Un des plus gros investisseurs au monde, le plus gros investisseur au monde, la célébrité Warren Buffett, par exemple, a dit récemment qu'il avait arrêté d'acheter des actions S&P 500. Il dit qu'en ce moment, le risque est trop important, que pour lui, il y a une décorrélation complète entre la réalité du marché et le prix des actions, et que du coup, il se sent pas d'investir et qu'il préfère garder de l'argent disponible pour réinvestir quand il y aura eu un crash. Donc peut-être que tu devrais plus faire confiance à Warren Buffett qu'à moi, mais voilà. Il y a toujours des risques dans tous les cas. La réalité, c'est qu'il vaut mieux investir maintenant et ressortir l'argent dans 10 ans que ne jamais investir l'argent et du coup regarder dans 10
ans et se dire « Ah mon Dieu, si j'avais investi il y a 10 ans, même avec le crash, je m'en serais bien sorti. » Parce que ce que tu vois sur les courbes du S&P 500, du Nasdaq 100 et du Russell 2000, c'est que peu importe le crash, la courbe s'en remet toujours et elle repart toujours à la hausse, et sur la durée, ce sont des investissements qui sont toujours rentables, du moins historiquement. Et encore une fois, l'histoire ne présage pas du futur, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, c'est simplement ce que moi je ferais si j'avais 1000 € à investir en bourse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un like, pense à t'abonner, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé comme d'hab, merci aux 2400 abonnés qui sont abonnés à la chaîne, vraiment, ça, c'est super, merci beaucoup. Et puis du coup, on se retrouve à la prochaine. Ciao.